Madame, monsieur, bonjour. Il y a 5 ans, le Covid-19 bouleversait nos vies. À la mi-mars 2020, un premier confinement était décrété, le début d'une longue période d'incertitude, de stress, de pause professionnelle ou au contraire d'intense travail. Nous avons choisi de revenir sur cette période difficile avec 3 invités qui, à un moment ou à un autre, nous avaient rejoints sur ce plateau pour évoquer les difficultés de leur secteur ou faire simplement le point sur la situation. C'était le cas notamment du docteur Guy Delray. Bonjour. Bonjour. Représentant des médecins généralistes en province de Luxembourg. On vous avait beaucoup vu à l'époque. Face à vous, Thierry Neyens, très médiatisé aussi au niveau national à l'époque, ancien président donc, de la fédération Horeca Wallonie, aujourd'hui toujours président, mais au niveau luxembourgeois. Et enfin, Stani Paquet, bonjour. Bonjour. Comédien bastonnière bien connu qui avait activement participé à l'opération Still Standing for Culture, on se souviendra, qui avait eu une émission spéciale enregistrée ici même dans ce studio. Merci à tous les trois d'avoir accepté de revenir sur une période que finalement on aurait peut-être parfois préféré oublier. On verra si on arrive tout de même à en retirer peut-être du positif. Je vous propose un premier tour de table sur le tout début de la pandémie, du premier confinement comme on l'a appelé. Et pour se replonger dans l'ambiance, on va revoir tout de suite un extrait d'un reportage tourné lors d'une conférence de presse des médecins généralistes et hospitaliers de la province de Luxembourg. Justement, nous étions alors le mercredi 11 mars 2020. Faire en sorte que l'épidémie ne s'étende pas et qu'il n'y ait pas trop de mortalité. Limiter au maximum l'étendue de l'épidémie, c'est l'objectif numéro 1 de ces médecins généralistes et hospitaliers. Actuellement, la province de Luxembourg n'a enregistré que 2 patients positifs au coronavirus et ils se portent bien, nous dit-on. En conjuguant leurs efforts, généralistes et hôpitaux espèrent bien maintenir cette situation sous contrôle. Et pour cela, ils ont besoin que la population respecte quelques règles de base. Voilà, alors les règles de base, on a fini par bien les intégrer, évidemment, même si on a un petit peu perdu l'habitude. Guy Delray, vous vous souvenez de ce moment, à l'époque, on voyait, il n'y avait pas encore de masque, c'était pas non plus la panique, on rappelait simplement qu'il fallait faire attention, et pourtant quelques jours après, c'était le basculement total. Oui, je ne me souviens pas précisément, mais les images m'ont aidé. Mais c'est vrai que c'était une époque où les choses ont été tellement vite, on avait un peu peine à croire ce qu'on voyait dans les médias. Donc on se dit, il faut se préparer. En même temps, on se pose la question, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin ? Est-ce que ça va déboucher sur une fausse alerte ou voilà. Maintenant, je pense qu'on a bien fait de s'alerter, d'alerter la population, de prendre des mesures. Et le problème aussi, c'est qu'on n'avait pas forcément ces fameux masques et ces fameuses instructions aussi de les porter quand on en avait. Ça a été vraiment difficile au début. C'est-à-dire qu'à ce moment T, on n'avait pas encore pris l'ampleur de ce qui allait arriver. Non, je pense qu'on était un peu... ou alors on ne voulait peut-être pas croire, ou on avait du mal à croire ce qu'on voyait aussi en Chine ou en Italie. Et donc, et puis on se rendait bien compte que les mesures, elles allaient impacter beaucoup de choses, beaucoup de secteurs, notre manière de vivre. Et donc, si on voulait aussi, je pense, être crédible, être suivi, il fallait aussi être proportionné. Et c'était pas évident de trouver le juste milieu, la bonne mesure, au bon moment, par rapport à une menace qu'on ne connaissait pas, donc on n'était pas habitué à ce type de menace et ce type d'échelle. Thierry Neyens, vous vous souvenez de cet entre-deux, là on est le mercredi, et puis je pense que dès le lendemain, vous avez des contacts justement au plus haut niveau par rapport à une potentielle fermeture qui s'est concrétisée par la suite. Effectivement, donc la veille, j'ai reçu différents appels en me disant, dès vendredi, réunion de crise au 16 rue de la Loi, donc réunion effectivement avec Sophie Wilmès, le Cairn, l'ensemble du monde, on va dire du patronat et des syndicats qui allaient être impactés par une fermeture annoncée. Et donc les réunions se sont succédées, mais l'information s'est confirmée avec une fermeture lors du 13 mars et qui a impacté l'Horeca, mais pas que. Voilà, alors justement, on va redécouvrir un autre court extrait, donc 2 jours plus tard après ce premier extrait, on change de musique, c'est le début du confinement, le vendredi 15 mars 2020, tous les établissements Horeca, mais également aussi les théâtres, les cinémas, tous les lieux de vie et de partage intérieur ferment leurs portes, et vous allez le voir, lors de ce reportage que j'avais tourné à l'époque avec Jean-Yves Legendre, si je me souviens bien, à Arlon, il y régnait carrément une ambiance de fin d'examen.
Ça peut pas nous empêcher de vivre, je vais pas arrêter de vivre pour ça. La joie de vivre, elle est là, même s'il y a le corona. C'est un fait, le spectre du virus n'a pas fait fuir les clients. Dans ce restaurant, toutes les tables sont réservées. Mais ce soir, les fourneaux s'éteindront pour 3 semaines. On ne sait pas trop quoi en penser, en fait, c'est un peu de soulagement parce qu'il y a une décision au niveau national qui a été prise, donc c'est une décision uniforme, voilà, il y a des mesures qui sont mises en place, on est bien informé par nos secrétariats sociaux, par la fédération Horeca, donc ça suit son cours et on se plie, mais mon inquiétude c'est que ça se prolonge. Voilà, une inquiétude qui évidemment c'est confirmée par la suite, malheureusement. Une fermeture de 4 mois, mais on sait que c'était la première fermeture, parce qu'il y en a une deuxième qui a été déclenchée en octobre 2020, et qui est la durée 7 mois. Et beaucoup plus impactante psychologiquement, non pas uniquement pour les employeurs, mais pour tout le secteur, et donc en ce, y compris le personnel. Donc il a fallu organiser et simplifier toutes les démarches en relation avec le chômage économique. Il y avait le souci pour le paiement des primes de fin d'année, pour les vacances annuelles. Et donc, heureusement, entre partenaires sociaux et avec, on va dire, le lobby et le monde politique, a bien compris qu'il fallait sortir et débourser ce qu'il fallait pour soutenir, on va dire, les secteurs impactés. Ça a été fait dans certaines mesures. Certains diront que ça a été fait de manière disproportionnée entre les profils d'entreprise, qu'un café ait eu la même chose qu'un établissement qui avait un chiffre d'affaires peut-être 100 fois supérieur, et disproportionné par rapport à d'autres régions, telles la Flandre, qui avait calibré peut-être d'une manière plus pointue et mieux ciblée. Mais il y avait de toute façon une différence de traitement entre les secteurs, que ce soit le secteur économique, au sein même du secteur économique. On se souvient que les supermarchés ont tourné à plein régime, et à côté de ça, les cinémas étaient fermés, les théâtres étaient fermés. Vous, comment vous l'avez vécu peut-être qu'au début, effectivement, un premier confinement, comme tout le monde, un peu dans l'expectative de ce qui va se dérouler par la suite. À titre personnel, simplement, peut-être pour commencer, comment est-ce que vous l'aviez vécu ? À titre personnel, ça a été effectivement au début une surprise. On était un petit peu entre deux mondes parce que on ne sait pas pour combien de temps ça allait être. On évoquait d'abord une courte période et donc après se retrouver effectivement à l'arrêt du jour au lendemain, ça a été quelque chose d'assez difficile dans le sens où effectivement dans nos métiers, que ce soit le RECA, j'imagine la médecine, c'est des métiers de passion qu'on fait aussi avec conviction et donc se retrouver sans ce travail-là qui est aussi une raison d'être. On se sent utile à la société aussi, c'est un petit peu déconcertant et donc ça met face à soi-même, face à des questionnements, etc. Donc c'était assez difficile déjà ce premier confinement parce que simplement l'horizon n'était pas du tout clair pour personne, on ne savait pas où on allait en fait, donc il y avait vraiment cette inquiétude au-delà de la maladie, vers où on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Ouais. On va redécouvrir un troisième extrait qui concerne directement le secteur culturel. Là, on est en mai 2020. On attend toujours un assouplissement des mesures. C'est le moment qu'avait choisi un jeune comédien originaire de Libramont, Quentin Chaveria, pour lancer un appel à l'aide qui n'est pas passé inaperçu. Ça s'est passé en plein centre de Bruxelles. Comme tous les artistes, Quentin Chaveria est privé de travail depuis 2 mois. Pour sensibiliser la population à la détresse du secteur culturel et face à la lenteur du monde politique à apporter des réponses à cette détresse, il a réalisé une performance vendredi à la rue Neuve à Bruxelles, symbole par excellence du consumérisme. Pour moi, la nécessité de cette action venait du fait qu'il était temps de poser un acte, en fait, de sortir de Facebook, de sortir des revendications sur le net pour un peu accélérer les choses et aller dans la rue, en fait. Vous en souveniez de cette performance ? Oui, tout à fait, ça a été marquant et ça a été aussi justement un des appels forts pour le monde de la culture. Avant ça, parce qu'il a été verbalisé. Oui, tout à fait, il y a eu un procès même. Et donc ça a été une manière d'amener la culture dans le débat. Forcément, chaque secteur se battait pour sa propre place. Et Quentin continue aussi dans le mouvement Still Standing, justement. Et c'est vrai que c'était important, comme vous l'avez dit, les magasins étaient ouverts. Il y avait un petit peu des choses disproportionnées dans les décisions qui étaient prises au niveau politique, parce que incompréhension, parce qu'inconnu, parce que première fois. Et donc c'était important de se faire entendre et de montrer l'absurdité du système qui était mis en place à ce moment-là. Ouais. Alors Guy Deray, pendant ce temps-là, les médecins, les infirmiers étaient en première ligne. Évidemment, période
très difficile. On se souvient aussi des gens qui sortaient dans la rue pour applaudir à 20h. Voilà, le personnel soignant, mais également tous ceux qui continuaient de travailler. On n'a pas perçu non plus forcément nécessairement tout ce qui se passait derrière les murs des hôpitaux, d'autant que les visiteurs étaient tenus à l'écart. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, voilà, ça fait l'objet d'ailleurs, je ne vais pas dire de... il y a encore... Pour certaines personnes, à la limite, il ne s'est pas passé grand-chose, ça a été une grosse grippe, et voilà. Or, il y a eu un impact, même ici en province du Luxembourg. Il y a eu un impact, il y a eu une surmortalité, il y a eu un stress terrible, il y a eu bien sûr les victimes du Covid, et puis toutes celles qui ont subi les conséquences de report de soins, parce qu'il a bien fallu stopper tous les traitements électifs de cancer, même en cardiologie, etc. Donc ça a eu des conséquences. Le stress aussi au niveau des personnels, c'était que, outre la méconnaissance de la maladie et du coup de ces traitements, mais c'est aussi l'absence de matériel de protection en suffisance. Donc il y a eu vraiment des gros efforts qui ont été faits par tous les hôpitaux pour trouver du matériel. Les maisons de repos n'ont pas du tout été épargnées, puisque elles aussi, elles souffraient de l'absence de ce matériel de protection, et le virus est rentré dans certaines maisons de repos relativement rapidement, puisque c'était notamment après le carnaval, et ça a été des moments d'échange et de brassage de population, ou également au sein des maisons de repos. Vous parlez des maisons de repos, justement. Aujourd'hui, peut-être qu'avec le recul, on se dit, ça, on sait aujourd'hui que le public plus âgé était plus fragile aussi par rapport à ça. C'est un message qui a mis du temps aussi à percoler, parce qu'au début, on a mis tout le monde sur un même pied d'égalité face à la maladie. On sait aujourd'hui que finalement, ce n'était pas tout à fait le cas. On sait que le facteur de risque numéro 1 de faire une forme grave, c'est l'âge, le fait d'être plus âgé. Maintenant, le problème aussi, c'est que la propagation du virus est très importante, très rapide, et donc toute la population pouvait attraper le virus. Et donc si vous avez même un faible pourcentage de gens jeunes qui l'ont, mais qu'il y a énormément de gens jeunes qui ont le virus, vous avez malheureusement assez bien de personnes jeunes qui risquaient de se retrouver dans des situations très compliquées, avec leur vie en danger, et avec des hôpitaux qui ne pouvaient pas, qui ont poussé les murs, mais qui avaient quand même leurs limites. Le nombre de respirateurs était compté, il y avait le personnel, et donc d'où ces confinements qui ont été pris à un moment, avec le recul, on se dit qu'il était temps de le prendre, parce que en quelques jours, ça aurait probablement changé un peu le cours de l'histoire. Ouais. Et pour autant, on va revoir quelques images de la jeunesse, tous ces étudiants qui ont dû travailler à distance, dans des conditions compliquées, pour les enseignants aussi. Et ça a pris aussi un certain temps avant que, par exemple, les mouvements de jeunesse ne reprennent. Est-ce que là, finalement, on n'avait pas été peut-être un peu trop loin ? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, on ferait différemment ? En tout cas, c'est compliqué, évidemment. C'est sûr qu'il y a eu des conséquences. Maintenant, dire qu'on a été trop loin, c'est toujours facile à posteriori. Je pense que si on avait été moins loin, on aurait peut-être eu beaucoup plus de jeunes impactés et beaucoup plus de mortalité que ce qu'on a connu dans les populations plus jeunes, et on sait qu'il y en a eu. Maintenant, évidemment que le traitement, c'est-à-dire des confinements, etc., ça a eu des effets secondaires importants. L'impact sur le plan psychologique, à tout point, y compris et surtout peut-être chez les jeunes, il est indéniable. Donc c'est clair que ça n'a pas été un traitement sans effets secondaires, on est bien d'accord. Ouais. Ça pose toute la question aussi de l'accompagnement, et vous avez été aussi concerné avec votre secteur, parce qu'il a fallu soutenir aussi des gens qui étaient dans le désarroi, qui aussi psychologiquement ça a été dur pour... Alors ici on vous prend vous évidemment en tant que représentant du secteur horecain, il y a d'autres secteurs évidemment qui étaient impactés. Alors dans le secteur, il faut bien se dire qu'il y a à la fois le secteur qu'on identifie en tant que l'horeca, les entreprises. Derrière les entreprises, il y a les patrons, des indépendants, du personnel et les fournisseurs effectivement qui ont été impactés. Alors c'est l'impact psychologique, c'est l'impact financier, c'est se repositionner. Alors certains ont pu ouvrir sous un autre modèle en faisant du takeaway, en faisant du room service au niveau de l'hôtellerie, avec aussi un respect d'un protocole. Les cafetiers ont été plus lourdement impactés. Et puis, il y a eu une rouverture sur des terrasses. Il y a eu, on va dire, un certain phasage avec parfois, un espoir, une bouffée d'oxygène. On a organisé des manifestations, que ce soit, on va dire, sur la place Léopold, le long de la Semois, au pied de l'Atomium, et donc pour mettre une certaine pression et donc un lobby, en sachant bien que on était à 1 mois d'une ouverture, et on se dit, mais est-ce que 1 mois va changer les choses ? Pour nous, économiquement, oui. 1 mois avant, c'est important. Et donc, on a dû quand même se manifester pour
s'exprimer, extérioriser, en tout cas un besoin vital de rouvrir, de travailler. Donc, dans l'intérêt, finalement, de remplir ce rôle social et qui était l'intérêt de la clientèle. Oui, finalement, même discours du côté de la culture, qui aussi, à un moment, et d'où l'importance de l'opération Still Standing for Culture, qui a fédéré un secteur qui n'était pas fédéré au départ. Qui n'était pas fédéré, qui malheureusement ne l'est plus beaucoup non plus après. Mais c'est vrai que comme dans les autres secteurs, il fallait se faire entendre. Là, ici, M. Neyens reparle un petit peu de l'historique de ce qui a été fait pour le secteur Eureka. Et après coup, entre guillemets, c'est aussi plus facile d'analyser, de voir ce qui a pu porter ses fruits. Mais c'est vrai qu'encore une fois, sur le moment, on était face à une inconnue dans l'avenir. Donc à chaque fois, chaque jour suffit sa peine, il fallait un petit peu se faire entendre. Et la culture, s'est fédérée à essayer de faire parler, de faire entendre aussi selon les différentes réalités, que ce soit à la capitale avec des théâtres subventionnés ou dans les provinces avec un théâtre qui peine, parce qu'il y a aussi différentes réalités dans le secteur. Le secteur est aussi méconnu des politiques. On pense la culture, les artistes, mais il y a tellement de métiers différents, de réalités, qu'il fallait pouvoir faire entendre chaque petite voix. Parce qu'il y en a qui sont retrouvés sans revenus du jour au lendemain et sans soutien, sans aide, là où certains secteurs culturels plutôt indépendants, l'événementiel, ont pu bénéficier d'aide et tenir la tête hors de l'eau. Ouais. Parce que là, on voit évidemment des images de l'opération Still Standing for Culture qui se déroulait à l'époque à l'extérieur. Ça a été tout un combat, évidemment, pour rouvrir les lieux intérieurs. Moi, je me souviens personnellement avoir suivi un spectacle test à la Maison de la Culture d'Arlon, c'était avec Bruno Coppens à l'époque. J'imagine qu'à ce niveau-là, on ne va pas parler ici, évidemment, de toute l'analyse épidémiologiste de ce qui s'est passé. Mais vous disiez, le secteur a dû se fédérer. Aujourd'hui, il ne l'est plus tellement. Ça s'est délité entre-temps. Oui, c'est une des tristesses. Du coup, là, en préparant l'émission, en repensant un petit peu à tout ce qu'on avait traversé il y a 5 ans. Au final, c'est drôle parce que justement, il y a pile une semaine, j'ai supprimé mes mails pour la planète de Still Standing. Et en fait, ils se sont vraiment arrêtés du jour au lendemain. Une fois qu'on a réouvert, je pense qu'on a eu un petit mail après de débrief de dernières interventions des représentants par province. Et puis, on n'a plus de contact. Et pourtant, c'était vraiment très, très, très important parce qu'il y avait vraiment de tous les secteurs et de tous les niveaux, je veux dire, des personnalités médiatisées comme des artistes très locaux d'un village et qui vit très bien dans ce village, par exemple. Mais tout le monde était représenté. Il y avait un vrai dialogue qui était fait avec des propositions aussi, justement, pour faire un petit peu émerger le secteur et l'améliorer dans sa communication, etc. et pérenniser un petit peu, justement, ce travail-là au cas où ça reviendrait. Et aujourd'hui, chacun est un peu retourné dans son assiette pour essayer de manger. Chacun est redevenu un petit peu individualiste, ce qui est normal aussi. Mais on sait qu'il y a néanmoins une agence qui s'est mise en place, qui est en cours tout à fait. de construction en province de Luxembourg. Politiques qui ont suivi. Et à l'époque, j'avais parlé avec M. Thierry dans l'émission, justement, de fédérer les artistes en province de Luxembourg aussi, pour mettre en avant, parce qu'on a une réalité territoriale qui est fort différente des autres provinces. Et ça a été entendu au niveau des pouvoirs politiques. C'est encore en train de se mettre en place. Mais au niveau, je vais dire, des artistes en tant que tels, chacun est un petit peu retourné chez lui pour, forcément... Guy Desvrais, qu'est-ce qui reste de cette période Covid au niveau des médecins généralistes? Ça a changé les pratiques, ça a changé la manière de travailler Alors au niveau des pratiques, oui, je pense qu'on essaye de favoriser par exemple le port de masque en période épidémique au niveau des salles d'attente, et ça d'encourager la population à faire attention à cela. Dans les maisons de repos aussi, toutes les mesures pour limiter la propagation des virus et autres microbes, elles existaient déjà, mais on est beaucoup plus sensibilisés. Mais les gens sont aussi attentifs à cela qu'ils l'étaient à l'époque? Non, je pense qu'il y a quand même des bonnes habitudes qui se sont perdues. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont plus de masque. Et c'est vrai que c'est peut-être une des choses qui serait utile de conserver, c'est de se dire, si je suis malade, si j'ai des symptômes grippaux, et dont on sait très bien que des symptômes respiratoires peuvent être le Covid, à l'heure actuelle, bien évidemment aussi, c'est bien de mettre un masque, surtout quand on va chez un médecin qui a une salle d'attente et dans laquelle il y a aussi des personnes fragiles, plus âgées. Donc, voilà. Je rebondis sur les images qu'on voit actuellement, c'est celle des ces fameux centres de vaccination. On en a beaucoup suivi tourner à l'époque. Là aussi, avec peut-être une baisse de fréquentation au fur et à mesure. Alors, évidemment, il y a toutes les personnes qui étaient passées par la case vaccination. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, ça devait se reproduire? Est-ce qu'on aurait la même réponse, en fait, de la part du public vis-à-vis de ces campagnes de vaccination
qui sont toujours décriés par une partie de la population. Oui, cette minorité-là, on ne la changera pas, mais peu importe. Maintenant, je pense qu'il faut se mettre dans le contexte. On avait soif de sortir à nouveau, d'aller au restaurant, de faire des activités culturelles. Et donc, ce vaccin, c'était vraiment d'abord cette sécurité de ne pas attraper une maladie qui était potentiellement mortelle, et puis surtout de retrouver une vie normale. Et donc, on a fait beaucoup de choses pendant le Covid, mais l'ouverture des centres de vaccination, c'était un gros travail, mais c'était un travail vraiment positif. Et on a eu des gens qui étaient heureux de venir, qui étaient vraiment beaucoup de soulagés. bénévoles, il faut le rappeler aussi. Il y a eu énormément de bénévoles qui se sont investis dans les centres de vaccination. Donc ça a été un beau côté de l'aventure, parce que bon, c'est quand même une aventure où, il ne faut pas l'oublier, il y a eu pas mal de décès, pas mal d'impact à tout point de vue. Donc les centres de vaccination, ça a été une délivrance quand même. Ouais. Thierry Neyens, l'impact aujourd'hui sur le secteur, du positif, du négatif aussi. On sait que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a eu un impact aussi sur les trésoreries, ça se ressent encore aujourd'hui. Oui. Et sur le personnel, on sait aussi qu'il y a eu des changements de mentalité. Au niveau de l'attractivité, mais je voudrais rebondir sur l'intervention en matière de lien à ce que l'aspect sanitaire, et il nous a été demandé de contrôler les personnes qui étaient effectivement vaccinées avec ce pass, ce QR code. Là, on avait quand même une position qui était beaucoup plus tranchée et le secteur n'était pas demandeur de cette formule, on va dire, policier, donc de contrôler les gens. Donc ça a été pour nous un peu une erreur, un pas de trop loin par rapport à ça. Mais donc pour en revenir au niveau, on va dire, de l'impact sur le secteur, ça a été l'attractivité. On voit qu'il y a eu beaucoup d'éléments, et souvent les bons éléments, qui ont quitté la profession pour une question de sécurité financière, pour aller travailler dans des entreprises qui, quel que soit, on va dire, l'avenir ou la situation, on va dire, d'une pandémie ou d'une autre situation, leur permettrait en tout cas de pouvoir respecter, on va dire, l'engagement par rapport à des crédits et autres, que de se retrouver au chômage avec 60% d'un salaire. Et donc, il y avait cette sécurité d'emploi. Et puis, l'attractivité chez les jeunes qui ont suivi un début de formation dans différentes écoles ou d'apprentissage, se sont dit, est-ce que cette orientation est encore, on va dire, bonne, justifiée ? Donc, mais le secteur a toujours rebondi, a toujours anticipé et s'est toujours adapté à des situations de crise, de manière générale, crise financière, boursière. On revient à 2008-2009 et puis la crise Covid, bien sûr. Et puis, il y a eu aussi, et c'est particulièrement le cas dans le secteur Horeca, ce goût d'une autre manière de travailler, d'autres horaires. On en parlait aussi même aussi au niveau de la culture, parce que c'est des horaires décalés, c'est compliqué. On sait qu'il y a beaucoup de techniciens aussi dans les centres culturels, aussi ce qu'en France on appelle les intermittents du spectacle, qui ont changé de métier à l'époque aussi. Mais encore aujourd'hui, j'ai rencontré des élèves récemment où la question se pose encore de tiens, est-ce que vous avez un vrai métier, ou en tout cas un métier alimentaire à côté? Est-ce qu'on peut vraiment vivre de la culture de manière professionnelle? Et donc, je pense qu'il y a des questions qui se posent, mais ça pose la question à la fois de la revalorisation du métier, mais pas seulement, c'est pas juste une question de salaire, c'est aussi la visibilité qu'on donne, l'importance qu'on donne à ces secteurs-là. Monsieur Neyens parlait des TQE, etc. C'est des métiers dont tout le monde raffole, en tout cas, et profite aujourd'hui au niveau des utilisateurs. Mais après, comment on pérennise, comment on sécurise ce genre d'emploi, que ce soit dans la culture. Et c'est vrai que au niveau de la médecine, tout ça en fait est un grand mélange qui doit se faire, et vraiment il doit y avoir aussi une éducation qui doit se faire à ce niveau-là dans la population, et ça passe aussi par l'éducation, toutes ces questions-là. J'aimerais qu'on termine cette émission peut-être par un point positif que vous auriez retenu de cette période. Je vais commencer peut-être avec vous, Guy Deslay. Un point positif, je pense l'entraide au niveau de la première ligne, et on s'est ressoudés. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Les contacts qu'on a eus aussi avec d'autres acteurs, comme ceux qui composent la cellule de crise du gouverneur, ça a été aussi un point positif. Le point positif qui malheureusement n'a pas été transformé, c'est la reconnaissance, ou en tout cas la revalorisation nécessaire des métiers d'infirmière, tout ce qui est au niveau des hôpitaux. Donc là, on attendait quand même peut-être un peu plus, d'aller un peu plus loin, de plus d'effets par rapport à ça. On les a beaucoup applaudis, et maintenant elles attendent encore une reconnaissance, et le secteur souffre d'une pénurie qui rend quand même ce travail encore très difficile. Donc là, on attend encore
un peu trop, je pense, des retombées positives. Ouais. Stani, Je pense que ce qu'on pourrait en tout cas retirer de positif et espérer pour l'avenir, c'est justement de retrouver cette identité luxembourgeoise en ce qui nous concerne et de pouvoir promouvoir la culture. Et voilà, il y a des choses qui ont été mises en place, vous l'avez dit. Et je pense aussi que le bien-être, ça peu importe les secteurs, c'est quelque chose qu'il faudra garder de cette période. C'est prendre soin de soi, de sa vie, de sa famille, des choses importantes. Parce que quoi qu'il arrive, au bout du chemin, voilà, c'est ça qui reste. Et donc je pense que c'est ça qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est d'être heureux dans son travail et dans sa vie, et j'espère que le reste s'alignera en ce sens. Le secteur a pu fédérer, donc il y a eu des liens plus forts entre certains exploitants ricains, des fournisseurs, également des liens entre certains membres du personnel, et puis d'autres ont appris à mieux se connaître. Donc il y avait aussi différentes raisons de se dire on travaille, on mène des actions et on fait un front commun. Donc de manière générale, c'est un petit peu un message plutôt syndical, mais néanmoins patronal. Donc voilà, on en tire des conclusions positives où il a fallu s'adapter à des technologies, à du takeaway, des logiciels, des systèmes qui ont aidé le secteur aussi, et des concepteurs de logiciels aussi qui ont directement, on va dire, permis d'organiser les réservations en ligne pour le restaurant aussi. Voilà. Et en tout cas, ça aura aussi révélé le besoin de liens sociaux, de contact, quels que soient les secteurs. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour partager votre vision sur ces années Covid. Merci à nous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, ce sera le tour de l'invité de la presse. À très bientôt.